Une pétition a été lancée par un anonyme autrichien et qui a été largement reprise par l'écosystème open source en France. Il réclame le déploiement d'un système d'exploitation UE Linux, ce serait son nom, dans les administrations publiques de tous les États membres. Alors pour en parler, Ophélie Collot est avec nous. Bonjour. Vous êtes chercheuse indépendante, spécialiste en géopolitique du numérique. À côté de vous, Stéphane Fermigier. Bonjour Stéphane. Bonjour. Fondateur, PDG d'Abiliane et coprésident du Conseil national du logiciel libre. Alors, combien de signataires pour cette pétition à ce jour ? Alors, à ma connaissance, on en est autour de 2000. Oui. Moi, je pense que ce n'est pas le nombre de signatures qui va avoir un impact sur cette, qui va représenter l'impact réel de cette initiative. L'important, c'est qu'on en parle. On est aujourd'hui ici pour en parler. C'est des idées qui sont sur la table depuis plus de 20 ans maintenant. Il y a eu des initiatives dans le monde, en Europe, en France. Certaines ont échoué, beaucoup ont réussi. Et je pense que cette personne a eu la bonne idée de mettre un sujet sur la table et de mettre aussi un cadre qui est le cadre européen. Oui. Si on pense souveraineté numérique, le cadre français est un petit peu limité. Il y a des sujets qui certainement doivent rester franco-français, mais il paraît à peu près certain que pour nous, une partie des enjeux ont leur cadre naturel en Europe et dans le cadre d'une coopération qui pourrait d'ailleurs être une coopération franco-allemande, puisque les Allemands ont des projets intéressants dans ce domaine. Alors, on va en parler plus en détail, mais donc, j'imagine, Stéphane, que vous l'avez signée, cette pétition ? Comme beaucoup d'autres. Ophélie ? Oui, aussi. Également, vous l'avez dit sur les réseaux sociaux. Oui. Pour quelle raison ? C'est important. Alors c'est vrai que c'est pas une idée nouvelle, mais justement en fait, si on le répète aussi souvent depuis 20 ans, c'est parce que c'est vraiment un élément important et c'est le bon moment pour le faire. Parce qu'on est dans un contexte, technologique certes, mais géopolitique, qui fait que ces éléments-là, les socles en fait technologiques, ont une importance considérable. Il faut prendre en considération ces éléments-là. Donc on est dans un contexte favorable en fait pour faire aboutir enfin, pour convaincre. Pour convaincre, en tout cas. Sensibiliser. Absolument. Alors, plus que sensibiliser, je pense que là, on a les arguments vraiment pour convaincre, parce que je pense que ce soit dans la sphère politique ou médiatique, il y a quand même une prise de conscience que là, on a réellement, par les dépendances technologiques, certains risques de dépendance aussi politique et géopolitique, avec des rapports de force qui sont réels. Et je pense qu'ils étaient présents déjà, mais ils n'étaient pas forcément visibles, en fait. Et donc, le fait que les politiques et que les médias, prennent ce sujet, en parlent, ça peut, en effet, plutôt que sensibiliser, ça peut convaincre. Et c'est là la grande différence avec l'avant. Alors, ce serait quoi ce UE Linux exactement ? L'idée, c'est de développer un système d'exploitation qui serait vraiment souverain à l'Europe. Ça ressemblerait à quoi ? Ça partirait de quelle base ? Alors la pétition donne des détails, donne relativement peu de détails, mais je pense qu'en ayant réfléchi à ces sujets et encore une fois en regardant l'expérience d'initiatives similaires, l'idée, je pense que ce n'est certainement pas de développer une nouvelle distribution Linux. Pourtant, il lui donne un nom spécifique. Oui, alors pour moi, ça serait en partie une question de branding. Oui, le fait d'avoir un objet identifié, un objet technique qu'ensuite on va pouvoir présenter sur les plateaux télé, dans les médias, etc., avoir pratiquement l'équivalent d'un ruban à couper. On sait que les politiciens aiment bien les inaugurations, les discours, etc. C'est un sujet. Mais après, il y a des enjeux techniques. On ne recommence pas une nouvelle distribution Linux, mais il faudra peut-être un peu la customiser, j'imagine. Alors voilà, on est par contre dans la notion d'adaptation de distribution Linux. Ils sont des objets très très riches, qui ouvrent un champ des possibles absolument énorme. Mais au contraire, dans le cadre de l'administration, alors bien sûr, avec 27 pays, on a certainement des besoins qui sont assez divers. On a aussi certainement de nombreux métiers dans l'administration qui vont aussi avoir des besoins divers. Mais il y a déjà eu des études, que ce soit en France ou en Allemagne, qu'on pourrait citer, qui donnent les grands axes. Il y a une dizaine de grandes catégories de logiciels qu'il faut être capable de faire tourner sur un poste de travail.
Linux ou autres. Et donc, bien sûr, navigation web en premier, puisqu'on accède à la majorité des applications aujourd'hui par le web, la communication, un certain nombre d'applicatifs métiers, mais pour lesquels on va utiliser le navigateur web. Mais ça veut dire qu'il y aurait une sorte de labellisation conforme aux réglementations, par exemple, européennes. C'est ça dont on aurait besoin aujourd'hui ? Alors c'est un petit peu différent. Le nom, peu importe, c'est vraiment juste plus une idée du marketing, du marketing, réellement. Techniquement, on sait comment faire. Donc les choses existent déjà. Après, il y a plusieurs scénarios possibles, mais techniquement, c'est pas le souci. Maintenant, le fait d'avoir des plateformes, des OS open source, d'avoir des environnements, des systèmes d'exploitation mobiles ou ordinateurs open source, ça permet en effet d'avoir le contrôle en fait sur l'architecture du produit technique, de l'objet technique, et donc évidemment, ça facilite aussi derrière l'appréhension par le juridique. Aujourd'hui, ce qui se passe en Europe, c'est qu'on agit un peu comme les clients d'un SAV, en fait. On va toquer à la porte des grandes plateformes dont on est les clients, consommateurs, et on espère qu'ils vont nous écouter. Et puis, quand on n'est pas d'accord, éventuellement, on leur tape sur les doigts, on leur donne une amende. Mais on n'a pas du tout la maîtrise, en fait, de l'architecture des produits, et donc, du coup, on n'est pas content de la manière dont sont conçus les médias sociaux, de la manière dont ils polarisent, en fait, par exemple, sur le champ politique. On n'a pas non plus le contrôle sur les flux de données, où vont nos données, comment elles sont utilisées en seconde instance, etc., etc. Tout ça, en fait, est invisibilisé et le réglementaire, en fait, le juridique ne peut que agir, en fait, comme le client face à un SAV. Donc, en ayant la maîtrise sur le technique, sur la plateforme, en fait, et ça, on sait faire en Europe, c'est ça qui est assez magique, on n'en parle pas assez, mais on sait faire, eh bien, en fait, on peut réellement orienter aussi l'objet technique pour qu'il corresponde à ce qu'on veut et puis qu'il corresponde à nos valeurs européennes. C'est ça la troisième voie européenne. Parce qu'il y a quand même des logiciels qui sont cités, LibreOffice, Nextcloud, puis iOS, ou E/OS pour que tout le monde comprenne bien, de la fondation Murena. Donc il y a des logiciels qui sont cités. Qu'est-ce qu'on ferait à partir de ces briques logicielles ? On les assemble, on s'en empare de quelle façon ? Comment ça devient un projet presque de marché unique ? Alors, ce sont des logiciels ils ont probablement été cités parce qu'ils sont d'origine européenne. Oui. Je pense que ça n'est pas les seuls et il n'y avait pas forcément besoin de citer nommément tel ou tel logiciel. Il est clair qu'il y a un foisonnement d'offres européennes et qu'il faut les mettre en avant et qu'il faut les développer et qu'ensuite il faut les on les connaît peut-être pas assez. Il faut les intégrer et qu'un tel projet aura certainement comme effet de mettre un coup de projecteur sur cette offre. Après, effectivement, d'un point de vue technique, il y a deux approches, c'est-à-dire que soit les administrations concernées font un cahier des charges ou en tout cas commencent à élaborer une feuille de route et puis ensuite des éditeurs, des communautés de développeurs, etc. On essaye de travailler tous ensemble pour implémenter ces idées et finalement peut-être même pas arriver à une seule distribution, mais plusieurs distributions qui seraient toutes labellisées EU Linux. Ce serait comme répondre à un appel d'offres, finalement, des administrations européennes. Dans tous les domaines, il y a une expression de besoin. Si on ne parle pas des besoins, si on ne parle pas aussi des contraintes de l'administration, ça va être difficile de faire un projet qui réponde réellement aux attentes. Moi, ce que je voulais préciser, c'est qu'en France, on a déjà l'article 16 de la loi République numérique de 2016, donc il y a déjà maintenant 8 ans, qui parle de maîtrise, c'est le mot qu'a utilisé Ophélie, d'indépendance et de pérennité des systèmes d'information. Les administrations françaises ont l'obligation de garantir la maîtrise, l'indépendance et la pérennité de leur système d'information. En Europe, on a une stratégie logiciel libre 2020-2023. Alors là, il y a une petite interrogation. 2024, 2027, pour l'instant, le document n'est pas écrit, mais on peut espérer qu'on soit toujours sur la lancée de la stratégie 2020-2023. Donc on sait que les institutions, qu'elles soient françaises, européennes, allemandes et dans d'autres pays, s'intéressent de très près à ces sujets, mais pour l'instant, personne n'a encore mis la pièce à part des collectivités territoriales, personne n'a encore mis la pièce dans le jukebox. Les administrations travaillent sur leur propre logiciel libre, d'ailleurs. Tout à fait, mais pas sur le poste de travail, puisque là, aujourd'hui, c'est vraiment de ça qu'on parle. Oui. Alors, justement, pourquoi jusqu'ici, tous ces projets que vous évoquez ont capoté ? Alors pour moi, je pense qu'il manque vraiment d'une approche plus ambitieuse. Je pense qu'il faut mettre les petits plats dans les grands. Pour le coup. C'est-à-dire qu'on a vraiment la nécessité de bâtir un plan de transition technologique
à mon sens, qui manque aujourd'hui de chef d'orchestre. Ce chef d'orchestre, aujourd'hui, dans la pétition, ce serait le chef d'orchestre européen. Mais avec ce chef d'orchestre européen, il faut évidemment qu'au niveau national, ça prenne le relais et que ce soit en cohérence. Et ensuite, il faut travailler, bien sûr, avec tous les acteurs techniques, pour le coup, que ce soit les communautés open source, ceux du logiciel libre, et les PME, bien sûr, le tissu économique. Et pour ça, en fait, je pense qu'il faut aussi... là, pour l'instant, la pétition, c'est beaucoup sur l'administration. Oui. C'est une première étape, mais ça peut être aussi un piège un petit peu de s'enfermer là-dedans. Voilà, parce qu'on sait très bien que quand on change des outils dans l'administration, c'est faire de la dentelle, ça peut être aussi complexe. Donc c'est très bien de le faire, mais ce qu'il faut faire, c'est bien faire comprendre, et pour cela, il faut communiquer là-dessus, que c'est un plan stratégique socle pour la société. Donc l'administration, il faudrait s'attaquer aussi un petit peu au domaine de la santé, là-dessus, et de l'éducation. À partir du moment où, par exemple, on a les écoles et les universités qui bâtissent sur de l'open source, on a une habituation en fait aux usages sur ces logiciels-là. Ça donne en fait quoi ? In fine, des utilisateurs qui ont l'habitude de ces outils, qui sont déjà acculturés. Et ça, c'est extrêmement important. Et donc, et au-delà de cela, ce qui est quand même assez incroyable, et je n'irai pas forcément trop longtemps là-dessus néanmoins, c'est qu'en Europe, on a quand même un maillage de PME qui est déjà existant. Donc, bâtissons sur ce maillage de PME. Mais ils ne le feront pas tout seuls, parce que quand ils sont mis en concurrence, c'est un panier de crabes. Donc, il faut en fait un chef d'orchestre qui travaille avec ses communautés et avec ses PME. Chef d'orchestre politique. Politique, mais qui permettent aussi de dire une chose simple. L'open source, pour autant, n'empêche pas de bâtir des modèles économiques. Ce n'est pas parce qu'on va partir sur l'open source qu'on ne peut pas vendre des solutions. Il y a déjà beaucoup de PME qui fonctionnent sur des solutions open source. Par contre, la contrepartie, et je finis là-dessus, c'est qu'il faut aussi repenser au modèle de contribution à l'open source. Que ces entreprises utilisatrices qui vont vendre de l'open source derrière soient aussi des contributeurs. Et pour ça, c'est aussi aux politiques de bâtir aussi une stratégie sur la contribution à l'open source. Et d'ailleurs, dans la pétition, on évoque toutes les opportunités économiques aussi que ça représenterait d'avoir ce projet. Alors tout à fait, moi je ne peux être que d'accord avec ce que vient de dire Ophélie sur l'importance du tissu économique. Il y a des études économiques nombreuses, dont certaines que nous avons réalisées ou co-réalisées au CNLL, mais également des études qui viennent de la Commission européenne qui montrent un impact absolument énorme du logiciel libre. En termes d'emploi, en termes de création de valeur. Hein. Ouais. On parle de 10% du marché européen de l'informatique qui est le marché du logiciel libre. On parle de 95% des logiciels aujourd'hui qui contiennent du logiciel libre. Je voudrais réagir sur un point, c'est sur le fait que tous les projets jusqu'aujourd'hui auraient été des échecs. Ça n'est pas du tout le cas. Hein. En France, en tout cas, on n'a pas vu un grand projet européen jusqu'ici. Non, mais à différents niveaux, oui. il y a des success stories indéniables. En France, on a la gendarmerie nationale qui, depuis 20 ans, donc ce n'est pas un projet qui tout récent ou qui va et qui vient, ils équipent 100 000 utilisateurs, 100 000 gendarmes qui utilisent du bureau Linux et des logiciels libres. Alors on a aussi l'expérience de pays un peu totalitaires, malheureusement, mais qui, pour s'affranchir de la domination américaine, ont développé leurs propres outils, leurs propres distributions, qu'on parle de la Russie, de la Chine ou même de l'Inde. L'Inde qui est largement en tête en termes d'utilisation. Et puis en Allemagne, alors on a beaucoup parlé de l'exemple de la ville de Munich, qui au début a été un succès, et puis à un moment ça s'est arrêté tout d'un coup sans qu'on comprenne bien pourquoi. Si on creuse un peu, on comprend que Microsoft, à l'époque, n'a vraiment pas voulu que ça réussisse et a tout fait pour que le maire décide, avec peut-être des échanges un peu de bons services, de revenir à la situation antérieure. Mais il y a le Land de Schleswig-Holstein, c'est toujours un peu difficile à prononcer, qui a annoncé cette année et qui a lancé déjà depuis plusieurs années le passage de tous les fonctionnaires de cet État du nord de l'Allemagne sous Linux, avec un plan qu'on peut lire et qui est très détaillé et qui pourrait servir d'inspiration pour tout le monde. Là, pour l'instant, cette pétition, elle est lancée par un anonyme, oui. Qui a donné juste ses initiales, qui vient d'Autriche, dont on ne sait pas grand-chose. Peut-être qu'il y aurait une nécessité de se l'emparer, je ne sais pas, est-ce que justement au Conseil national du logiciel libre, vous envisagez de reprendre cette pétition ?
Alors nous, on l'a mis sur la table au sein du Conseil logiciel libre de la DINUM, dont on fait partie. Donc la DINUM reste interministériel du numérique. Voilà, qui reste un organe d'animation de la communauté du logiciel libre dans l'administration française. Donc c'est déjà un sujet. Après, on va le relayer au niveau européen. Donc au niveau du CNLL ou de l'APEL, on est partant pour aider et pour contribuer à cette initiative. On va suivre ça ensemble. Juste vraiment très rapidement, Ophélie, est-ce qu'aujourd'hui le contexte international géopolitique peut être favorable pour une décision de cette sorte en Europe? Parce qu'on ne sait pas les voix européennes qu'on entend aujourd'hui au niveau de la Commission. Hein. Oui, bien sûr. En fait, ce serait vraiment le moment justement d'agir là-dessus, parce qu'on est dans un contexte certes géopolitique déjà tendu, qui nous laisse pas beaucoup de marge de manœuvre. En Europe, on manque en fait d'arguments de négociation. Eh bien, une forme d'indépendance aussi numérique, bâtir cette indépendance numérique sur des secteurs socles, peut nous permettre en effet de faire aussi levier de négociation d'un point de vue géopolitique. Une position reprendre le haute. dessus d'une certaine manière. Oui. Et pour ça, il faut bâtir et il faut penser les choses à moyen long terme. Merci beaucoup Ophélie Coelho et Stéphane Fermigier de nous avoir éclairé sur cette pétition et peut-être demain ce projet qui se concrétisera. En tout cas, on va le suivre ici dans Smart Tech. On continue sur le logiciel libre tout de suite.